Quart de finale de play-off de National League. Il y avait 3 rencontres au programme. On va en parler avec nos invités, avec Geoffrey Vauclair, avec Jérôme Bonnet, avec Stéphane Rochette. Et on va commencer, messieurs, par parler de la série entre Zurich et Bienne. Bienne qui avait un puck de match ce soir et qui pouvait se qualifier puisque les Biennois menaient 3-2 face aux Zurichois. Du retour, notamment dans les rangs biennois, c'est Salinen qui fait donc son retour. Et puis du côté de Zurich, là aussi on a changé. Garretrou est surnuméraire et c'est Marcus Kruger qui retrouve sa place dans l'alignement. Toujours Kovar dans les buts du côté des ZLC Lions. On ne change pas à ce niveau-là. Et puis du côté de Bienne, Chikin évidemment qui va garder le filet biennois. Et les deux portiers, comme c'est le cas depuis le début dans cette série, ont été très très forts. Quoique à la première minute de jeu, Bienne va déjà ouvrir le score. Un début de rencontre véritablement idéal. Geoffrey avec un Damien Brunner qui va pouvoir récupérer ce puck, peut-être un peu de errance, avec un peu de chance, mais la finition, il est parfait. Ouais, un peu de chance, et aussi surtout, il y a un jeu d'instinct. Regardez, il va se passer le puck, prendre le puck entre les jambes. C'est un buteur né, Brunner, il fait ça souvent, il a énormément de qualité. Cette ligne avec Kunti et puis Künzle est une des meilleures lignes, à mon avis, en Suisse. Mais l'habilité du gars, dans un espace restreint, deux pucks, il sort du banc, 2 pucks déviés. Magnifique. Et là, on se dit, c'est peut-être pas la soirée de Kovar, messieurs. Voilà, il y a un rebond, il est comme ça, là. Il est un petit peu mis hors de position, mais regardez ce qu'il va faire la 8e minute de jeu devant Kessler. Super, ça, Jérôme. Si ça, c'est pas du déplacement, si ça, c'est pas du réflexe. Ouais, il y a de la réactivité du côté du gardien de Zurich. Et il va nous le prouver un petit peu tout au long de cette partie ce soir. C'est ça, Kessler, une première fois. Künzle ensuite. Il met son veto, il est parfait, le portier des ZSC Lions. Nouvelle possibilité, regardez, là on se croirait presque au premier match avec une erreur à la relance du côté zurichois. Et Kunti, Brunner, Kunti, est-ce que ce ne serait pas un des tournants finalement de ce match déjà? Clairement si, parce qu'en vue du match qu'on a regardé un petit peu, Bienne était vraiment dominant sur cette équipe de Zurich, en tout cas 40 minutes. Kovar a repoussé vraiment l'échéance, a repoussé les attaques des Biennois. Je pense que les Biennois s'en mordent un petit peu. Là, le jeu de Brunner, ramène le puck proche de ses pattes. Et ça, c'est du grand art. Puis Kunti qui rate la relance, il rate la passe. Honnêtement, un gars habile, le petit contrôle la lève. Sous la latte, oui. Mais Brunner, wow. Oh. Messieurs, on plonge en deuxième période avec une grosse possibilité cette fois-ci. Zurichois, c'est Sigrist. Première grosse possibilité, Zurichoise à la 36e minute de jeu. Et là, Chikin qui montre qu'il est bien présent, qu'il est très stable justement. On le voit sur ses appuis, est très sûr devant sa cage. Mais c'est la première grosse possibilité véritablement zurichoise de ce match. Il a fallu attendre la 36e minute de jeu. Et Chikin qui est bien là, de la jambière et qui peut intervenir. Avec une possibilité 45e minute de jeu cette fois-ci, c'est Bienne. Kunti qui va toucher du poteau. Kunti pas en réussite véritablement, Jérôme, ce soir. Non, pas en réussite, mais il est quand même dans tous les bons coups avec Brunner. Et encore une fois, là, il n'arrive pas à la mettre au fond, alors que il y a une jolie possibilité. Oui, avec un lucky rebound à un moment, un peu de la bande qui ramène justement ce puck juste pour lui. Ça se passe tellement vite. Là. Il va s'en vouloir là, parce que ça fait 2 occasions qu'on le voit rater. Là, avec un petit peu plus de patience, le composure. Bon, un petit 54e minute de jeu, Sellenstein qui va égaliser. Là aussi, on parlait de la bande. Regardez, mais le coup d'œil, il est magnifique au niveau de la passe aussi. Wow. La passe est superbe. Et Hollenstein qui va tromper entre les jambes Chikin. Et ça, c'est un but qui va faire très très mal aux Biennois. Surtout que Denis Hollenstein, eh bien, il va renouveler ça quelques instants plus tard. Une passe de Noro, c'est ça. Ouais. Wow. La passe de Noro est superbe. Magnifique. À la bande comme ça. Magnifique. Et moins de 2 minutes plus tard, André Ghetto qui va pouvoir récupérer ce puck. André Ghetto qui voit Hollenstein, le tir sur réception. Jérôme, la messe est dite. En l'espace de 2 minutes, Zurich a inversé la tendance et est toujours en vie dans cette série. Bah ouais, ça reste Zurich. Et ce genre de passe, là, si tu arrives à la reprendre sur réception et viser le haut de la cage, tu vas en mettre un paquet de goals dans ta carrière comme ça. Regarde, le puck n'est pas commode. Le puck est proche de ses patins, légèrement devant. Il va la chercher, réussit à la monter. C'est un instinct de marqueur.
Et le troisième, la petite net. Regardez cette possibilité biennoise et le sauvetage incroyable de Weber en défense. Et sur la contre-attaque, évidemment, c'est but dans la cage vide. Mais là, le geste défensif, là, Geoffrey, c'est incroyable. Il y avait quasiment un but ouvert pour Bienne. Le geste défensif de Weber est super. Oui, super geste défensif. En plus, il ne prend pas de pénalité parce que souvent, quand on fait des gestes défensifs comme ça, on prend une pénalité parce qu'on met la canne dans les patins du joueur adverse. Non, franchement, on se rend compte en fait, quand on voit un match comme ça joue vraiment à pas grand-chose, un match de hockey. Ce soir, les expected goals, les buts escomptés, j'ai rarement vu ça. C'est 5-1 pour Bienne. Est-ce que Zurich est allé en voler une? Ça, c'est hold-up. C'est Kovar a fait la différence ce soir. Kovar est allé en voler Kovar, on a vu que 2-3 arrêts de sa part, là. Il y en a eu plusieurs comme ça. Ce soir, il a fait un sacré match, quoi. Sacré match de Kovar. Sacré match de Kovar et sacré match de Neustein. Messieurs, doublé, c'est quand même lui qui a la finition des deux réussites. Franchement, Jérôme, dans une situation, imaginez Zurich, 54e minute de jeu. Ils ont égalisé à la 54e minute de jeu, véritablement. La grosse question, c'est quand on finit un match comme ça, Zurich a le vent en poupe, Zurich a le momentum, comment tu te relèves quand tu es bien, quand tu es si proche de ça, tu es à 6 minutes finalement d'une qualification? Ils peuvent s'asseoir quand même sur la bonne prestation qu'ils ont eue ce soir. Ils ont pêché un petit peu sur la fin contre un Kovar encore qu'on lisait, qui était resplendissant. Mais ouais, le prochain match, il a Zurich. C'est dur, honnêtement, moralement, pour Bienne ce soir. Ouais. On a dominé, on a tout fait, sauf marqué. Le gardien nous a volé. Hollenstein, 2 super buts. Neuro aussi, un coup de génie. Honnêtement, pour le moral des troupes, là, Tormanen aura du boulot à faire pour requinquer sa troupe. Ils sont capables d'aller gagner à Zurich. Ils en ont gagné 2. Oui. Mais moralement, là, ça va prendre une bonne nuit de sommeil pour se remettre de ça. Tu dois trouver les bons mots. C'est pas facile, mais tu dois trouver les bons mots. Des fois, pas trop en parler. Des fois, en parler tout de suite ou attendre 24 heures. Non, c'est très important le rôle du coach dans des moments comme ça. Oui, très important. On va voir le coaching. Bien est déjà allé gagner 2 fois du côté du Hallenstadion. Tout est possible. Il peut construire, le coach béninois aussi, son discours par rapport à ces 2 succès à l'extérieur. On va écouter une réaction à l'issue de ce match. On va écouter Gaëtan Haas. Étienne Froidevaux, défaite ce soir. Défaite, j'ai l'impression, qui fait mal parce que vous étiez en plein contrôle après 40 minutes de jeu. Mais finalement, comment expliquer ce changement de momentum en 3e période? Ouais, bonne question. Je pense que c'était tout prêt. Je pense beaucoup des opportunités pour jouer en power play. 1-0 qui vient très tôt. Et puis à la fin, ça montre l'expérience de l'équipe Zurich, quoi. Et puis ça montre qu'on n'était pas prêt. C'est des petits détails qui font une différence. Et puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont positives. Et puis maintenant, Game 7, c'est une bonne chose. Justement, il y a beaucoup de positifs à sortir de cette défaite-là quand même. Et dans cette série qui est incroyable depuis le début, qui a beaucoup de revirements, vous avez la chance comme joueur de disputer un match numéro 7 dans 2 jours. J'imagine qu'il y a quand même quelque chose de spécial là-dedans. Oui, bien sûr. Il faut le voir comme ça. Ça reste un challenge. Il faut gagner la série n'importe comment. Mais c'est clair que ce soir, comme je dis, tout était prêt. Là, il faut apprendre, il faut devenir plus cool. Et puis, ça, c'est aussi des expériences qu'on doit faire comme équipe. Merci beaucoup. La meilleure des chances pour lundi. Merci. Et vous l'avez reconnu, c'était bien Étienne Froidevaux et non pas Gaëtan Haas à l'interview. On va passer à Fribourg-Lausanne. Messieurs, c'était bien sûr notre match studio. Fribourg dans la même situation que Bienne, avec un puck de demi-finale au bout de cette soirée qui a été absolument passionnante. La surprise du chef du côté de Lausanne, c'est la présence d'Emerton. Alors on nous a dit Milly est peut-être touché, etc. Il fallait peut-être tenter quelque chose aussi chez cet homme. John Foust, bien sûr, pensif avant les premiers coups de patin. Et du stress et de la pression sur les épaules aussi de cet homme, à savoir Christian Dubé, puisque le peuple fribourgeois attendait une qualification à domicile, surtout au pourcentage de victoire de la saison. Et on le sait, Fribourg-Gotteron peut compter sur un powerplay de feu. Et c'est même comme ça qu'ils vont ouvrir le score. C'était une histoire, finalement, Jérôme, de jeu de puissance pendant toute la soirée. Julien Sprunger, en bon capitaine, qui montre la voie. Oui, Julien Sprunger qu'on avait connu sur les bords du powerplay la majorité de sa carrière. Et là,
il se réincarne un petit peu en joueur de devant la cage et il arrive à toucher ses pucks avec une aisance folle. Et ça finit au fond logiquement là-dessus. Mais Gunderson les met tellement bien aussi pour les déviations. Il a une habilité. Ses décisions à la ligne bleue sont parfaites. L'égalisation qui va tomber à 4 contre 4 de Frick, qu'on va beaucoup voir aussi dans cette partie. Frick qui marque. C'était important pour Lausanne de ne pas finir avec ce score de 1-0 finalement, Geoffrey. Oui, c'était bien pour Lausanne de réagir rapidement. Ils ont marqué rapidement, il n'y a pas eu trop de doutes. J'aime bien ce que j'ai vu de Frick qui a passé son puck sur la gauche, puis après qui est allé vraiment sur le goal. C'est grâce à cette agressivité qu'il a réussi à prendre ce rebond 2 fois. Donc il a eu la chance de les reprendre 2 fois. Mais ouais, je veux dire, souvent le salut sur cette série est venu des défenseurs du côté de Lausanne. Ça résume un petit peu peut-être les problèmes qu'on avait aussi offensivement. Mais offensivement, depuis janvier, Lausanne est un petit peu plus percutant offensivement parce que les défenseurs sont beaucoup plus impliqués dans l'attaque. Garnat a marqué. Garnat, c'est le défenseur dans la Ligue qui a marqué le plus de buts cette année. Pas de points, mais de buts. Et puis Frick, honnêtement, offensivement, il est très, très, très malin. Ouais. Tu parlais de Garnat, justement, Stéphane, on va en parler en fin de période parce que ça va avoir des conséquences. Il va prendre une punition de 5 minutes, pas de 5 match, mais 5 minutes. Et sur le plateau, c'était un peu partagé. Oui, tu peux donner 5 minutes, mais 2 minutes, peut-être qu'on ne va pas crier au scandale, dira-t-on, Jérôme. Ouais, moi je suis de cet avis. À mon avis, c'est plus 2 minutes. Mais encore une fois, dans le feu de l'action, là, pour les arbitres, c'est toujours extrêmement délicat de prendre des décisions. Ils ont choisi 5. Moi, personnellement, j'aurais donné 2 pour poussette plus que quelque chose de vraiment violent avec la responsabilité de Schmidt quand même qui décide de bifurquer à ce moment-là. Mon petit doigt me dit que si c'était à refaire, les arbitres donneraient 2 minutes. S'ils avaient pu accéder à ces images, ils n'auraient pas donné 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans l'air. Chaque fois que je viens sur le plateau, on parle de cette chose-là où on dit qu'on le rappelle, enfin je le rappelle, aux États-Unis, ils peuvent aller voir les arbitres quand il y a des actions comme ça. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on vienne là-dessus. Comme ça, il y aura moins de mauvaises décisions. Mais tu as raison, Stéphane, les arbitres n'en peuvent rien parce qu'eux, ils n'ont pas le replay pour le moment. C'est une fois en temps réel, dans un angle précis. Tu fais « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Honnêtement, c'est tellement difficile pour eux. Je pense que c'est pas une mauvaise décision compte tenu des circonstances pour eux. Nous, on est là. Je pense qu'eux, je suis même sûr, quand ils vont voir la séquence, qu'ils vont dire, bon, c'est sévère un peu parce que c'est Schmidt qui se met vulnérable, puis il le pousse. Il a le droit de pousser le porteur de la rondelle à une main. Il le pousse à une main. Donc voilà, puis il réussit à se revoir. Évidemment, longue discussion qui ne servira à rien, mais effectivement, je pense que 2 minutes, ça aurait été suffisant. Oui, à part, comme dit Geoffrey, cet été, de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces histoires de 5 minutes? Est-ce qu'on va les revoir ou pas les revoir? À mon avis, j'en suis sûr que là aussi, mon petit moi dit qu'on va en discuter. Oui, je pense aussi. On est d'accord, Stéphane? Oui, on est d'accord. Allez, on va plonger en deuxième période, messieurs, si vous le voulez bien, puisqu'à la suite, justement, de ces 5 minutes, on se rend en deuxième période. Fribourg est toujours en supériorité numérique et Fribourg va une nouvelle fois marquer Di Domenico. Di Domenico, c'est le début. Enfin, le début, c'est même pas le début, parce qu'il avait déjà un assist, Jérôme, sur l'ouverture du score, mais c'est le grand bonhomme de cette soirée, à l'image du powerplay de Fribourg aussi. Ouais, c'est le grand bonhomme et en même temps, il faut tellement donner crédit au développement du jeu avant que Di Domenico la reçoive sur sa palette. On a parlé de Desharnais, là. Et de l'espace laissé par les défenseurs lausannois, la Desharnais qui puisse passer du premier au deuxième poteau sans vraiment se faire ennuyeux, c'est pas forcément ce que les coachs apprécient voir. Et pourtant, Lausanne va vaincre le signe indien. Geoffrey, Lausanne va marquer en powerplay. Mais oui, par Garnat. Honnêtement, je suis content pour eux. Parce que ça devait être quand même difficile de ne pas marquer sur ce powerplay. Voilà quoi. Mais on voit un jeu simple, un shoot direct. Donc on garde moins le puck, on shoot direct, un rebond, le défenseur, le deuxième défenseur qui vient en attaque, ça permet à Garnat de marquer. Je pense que c'était quand même un soulagement pour la loi de la moyenne un petit peu, là, parce qu'elle a dévié 2-3 fois. À un moment donné, à force de mettre des pucks sur la cage, une fois qu'il y a une déviation favorable. Garnat qui va même marquer le 3-2. Et là, Jérôme, c'est le meilleur moment de Lausanne. Lausanne, dans son moment fort, marque 2 fois. Oui, Lausanne qui, tu le dis, a vaincu son signe indien avant, ça les a requinqués. Mais j'ai quand même envie de dire, la Kenins, autant sur ce but que sur le dernier, il me semble qu'il met une talonnade pour que ça arrive directement sur Garnat. Et là encore, c'est lui qui fait cette espèce de délai talonnade, pour redonner... deuxième poteau. T'emploies des termes d'un autre sport. Il faut faire attention à ce que tu dis, là, ça peut être possible, là, cette histoire. On a déjà vu un but en aile de pigeon lors du dernier acte, messieurs, ça semble assez... C'est pas un corner, quelque chose comme ça. Juste quand même,
Le temps mort là de Dubé, oui, il doit le prendre, d'accord. Mais n'empêche, Geoffrey, ça a calmé la maison fribourgeoise, j'ai l'impression. Non mais il a fait tout juste, là, Christian, sur ce coup-là. Je veux dire, il y avait un peu de panique, c'était un peu le feu dans la maison. Il a dit stop. Il leur a dit les gars, on revient. Enfin, je suppose qu'il leur a dit les gars, on revient aux bases. On sait ce qu'on doit faire. Et je veux dire, tu ne dois pas tout réinventer. Quand tu as une équipe comme Fribourg qui a joué avec un système, qui sait, tu as des joueurs d'expérience, mais des fois, c'est bien effectivement de calmer tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu fin année. Allez, autre fait d'armes de cette deuxième période, et on a vraiment eu beaucoup. C'est la faute de Beson sur Di Domenico. Di Domenico, on va le voir, il est à la ligne bleue. Beson qui va aller sur lui. Il n'a plus le puck depuis un moment, quand même, Di Domenico, il nous semble, sur cette action. Ouais, Mais on a surtout vu le contact au niveau du genou. On va donner 2 minutes. Et c'est ce qui a fait d'abord, dans un premier temps, fait craindre le pire quand même pour Di Domenico. Parce qu'on s'est dit, oula, si le genou est touché... Ouais. On parlait peut-être d'un une tomate, n'importe quoi. Ce geste-là, plus je le regarde, plus je me dis qu'il est plus limite que celui de Garnett. Moi, je pense que... Et Di Domenico qui va se faire vengeance quasiment lui-même, en tout cas scorer en supériorité numérique. Encore une fois, des harnais, le coup d'œil et la finition de Di Domenico, Geoffrey. J'ai envie de dire, c'est presque le résumé de cette série. Oui, exactement. On n'a pas vu le deuxième powerplay de Fribourg ce soir parce que le premier powerplay marqué à chaque fois. Mais je voudrais revenir sur un truc. On parle de Di Domenico comme le joueur du match. Moi, je trouve que Desharnais, il a fait un sacré match ce soir. Quel joueur! Il est au four au moulin, il sait tout faire. Il est précieux. Quand on pense qu'il voulait peut-être arrêter le hockey la saison passée, ça serait été quand même très dommageable. Quand on parle d'un joueur le plus utile, un joueur utile à son équipe, lui, il sert à beaucoup de choses. Mais Di Domenico, il a joué un sacré match et c'est 5 matchs, 11 points dans cette série, offensivement. On l'avait presque lancé en dessous du boss, on l'avait presque présenté comme le bad guy qui pouvait faire perdre son équipe. En cas de défaite, c'est lui qu'on a relancé en dessous du bus, ça c'est sûr. sûr. Et là, tout à coup, c'est le roi plus ou moins de la série offensivement avec Desharnais, mais offensivement. Et moi, je pense que je suis convaincu qu'il va manquer à Fribourg l'année prochaine dans la partie offensive. Il a été excellent toute la saison offensive. La saison continue pour Fribourg Gotteron et surtout le match continue, messieurs, puisqu'on va se rendre en troisième période. Lausanne va marquer une nouvelle fois, mais oui, à 5 contre 4. Et ce but-là, moi je pense, Jérôme, normalement il aurait dû être déterminant, non? Tu marques 2 fois, tu n'as pas marqué en supériorité numérique, tu es d'accord? Tu trouves 2 fois le chemin des filets dans cet exercice-là. En troisième période, tu prends les 9 ans une nouvelle fois dans cette rencontre. Et oui, il y a beaucoup de choses qui parlaient pour Lausanne, notamment ses réussites en powerplay. Et là encore, ça a l'air simple. Il y a une présence devant Berra. Ça finit au fond. On aurait pu se dire que ça allait les rebooster assez pour passer cette partie de ce soir. Mais non, parce que Fribourg a le meilleur powerplay de la Ligue. Avec Zouk peut-être, mais on va dire meilleur ce soir en tout cas, parce que l'efficacité, cette fois-ci c'est Motet qui égalise. Bon, mais je veux dire, si Lausanne se pose la question de savoir pourquoi ils ont perdu cette série, je pense qu'il ne faut pas chercher très très loin. Je veux dire, on en a un exemple, on en a eu 4 ce soir d'exemples. Donc je veux dire, ça s'est joué sur les situations spéciales. On a parlé Chris Di Domenico, super match, Desharnais, super match, mais Kylian Motet il va marquer aussi 2 goals. Donc le danger peut venir de partout. Les Fribourg ont été les meilleurs. Voilà, tout à fait. Donc, les leaders étaient là. Ils ont utilisé l'arme qu'ils ont utilisée toute la saison. Efficacité, calme, sérénité, un bon gardien. Et 9 buts en 5 matchs. 9 buts marqués en powerplay en 5 matchs. Ouais. C'est sûr qu'on a marqué 10 en 4 matchs. Donc, les 2 meilleures équipes du championnat ont fait parler la poudre en powerplay dans leurs séries respectives. Oui, et on allait en prolongation pour la 3e fois quand même de la série déjà. Et à ce petit jeu, il y a eu des occasions de part et d'autre. Et Frick, qu'on a beaucoup vu offensivement, qui a fait un excellent match avec Lausanne, va perdre ce puck. Quel travail de Desharnais, quel travail de Motet, qui a bloqué d'abord un tir. Jérôme, c'est toute une histoire. On avait vu le but de Philippe Fourère au bout de la nuit, on va dire ça comme ça. Puis une nouvelle fois dans cette prolongation, un but, une histoire, j'ai vraiment envie de dire. Oui, ça part de la zone défensive où Kylian va un petit peu se sacrifier pour bloquer Sout. Le puck sort. Desharnais se dit que même étant en retard un petit peu, il va aller taquiner Frick. C'est chose faite, Motet suit. Puis après, Desharnais... Pas assez précise, exactement là où il faut pour un contrôle. Il n'y a pas besoin de faire de contrôle, tout de suite, chose sur réception. La patience de Desharnais. Moi, je suis un peu triste pour Frick parce que je pense que Frick a été un des meilleurs Lausannois
Sur la longueur. Sur la longueur. Je trouve qu'il est efficace. J'aime beaucoup ses décisions. Je l'aime beaucoup en power play. Je trouve que Frick, franchement, est devenu... il va s'en remettre. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément là qu'on perd la série, mais c'est un peu dur pour lui. Là. Cette erreur-là, elle va rester un petit peu marquée. Puis je pense que le gars, il va mettre quelques jours à la digérer. C'est souvent comme ça. C'est le lot du hockey professionnel et c'est le jeu, finalement. Écoute, chapeau à cette équipe de Fribourg-Gotteron. On dit souvent, quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs joueurs, tu gagnes les matchs. Je sais pas, Geoffrey, c'est l'illustration parfaite de ça, finalement, pour cette victoire de Fribourg ce soir et dans cette série. Ils ont été très réguliers. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire à merveille. Ils avaient quand même énormément de pression parce qu'ils savent qu'ils sont très attendus. De plus, ils ont joué contre une équipe de Lausanne qui s'est qualifiée à la dure, donc qui avait du rythme, qui avait le rythme. Derby, donc c'est encore plus de pression pour Fribourg, mais chapeau à eux, quand c'était un peu plus compliqué, ils ont bien réagi, ils n'ont pas paniqué, on parlait avant Les gars, il a fait des saves. On l'a dit combien de fois ici sur le plateau, ça, waouh, quel arrêt. Mais il les rend faciles aussi. Oui. Tu dis, arrête. Des fois, il fait des arrêts qui sont extraordinaires, puis ça a l'air facile, Berra. Il a été incroyable. Tout est allé bien pour Fribourg. Chaque joueur a fait ce qu'on attendait de lui. Je veux dire, on a moins parlé de Berra parce qu'il y a eu beaucoup de balles ce soir, mais c'est vrai que Berra, en prolongation aussi, a fait deux arrêts sur le même shift, vraiment très important. Le block shot, regardez le block shot. C'est le but, ça, oui. Je pensais qu'on montrait le but, là. Mais un qu'on a moins vu dans cette série, de façon globale, c'est Sekac, qui a été omniprésent en janvier-février contre Ambry. C'est lui qui tourne la série contre Ambry. Et là, on dirait qu'il a marqué le coup, le garçon, au niveau de l'énergie. Il faut donner du crédit à Fribourg, qui l'a contré de fort belle façon. On parle de Valzer, etc. On l'a shoté down, comme on dit en anglais. Mais le gars avait l'air un peu éteint. Ouais, ils ont mis deux gros bonhommes en défense contre lui, hein, avec Souter et Fourer, qui, eux, ne sont pas impressionnés par le jeu que Sekac amène. Je pense que c'est un petit peu éteint, Sekac. Fourer, c'en est un autre qui a joué une excellente série, les gars. Qui a été importantissime, qui a marqué un game-winning goal, on s'en rappelle bien sûr, au bout de la nuit à minuit 24, me semble-t-il. Et on ne va pas écouter Philippe Fourer à l'interview, on va écouter tout de suite Chris Di Domenico. Quite a crazy game tonight. Again, special teams worked really well for Fribourg. How do you explain that you the first five, just find yourself almost without watching? In the playoffs, special teams are key. There's 3 points, special teams, line changes, and big battles. And I think we did a great job, both sides of the ice. PK, hell of a job out there. I think they scored 2 goals and 20 chances maybe. Hats off to them. And we're just moving the puck around. Things are going our way, and we're going to keep it going. If we look back 12 months ago, that quarterfinal wasn't that great. What changed between these 12 months? Everything's a learning experience. For us, we came in, we learned, and we made some adjustments, and we make adjustments as we go on. And this is the first step down. It's not going to get any easier. And we're up to the task, and we're going to battle hard right to the end. Oui, Stéphane, Chris Di Domenico qui revient sur cette soirée et ce match de folie. Oui, il dit qu'évidemment, les unités spéciales ont été la clé dans cette série. C'est une évidence. Là. Même ceux qui n'ont pas vu les matchs, ils regardent les statistiques, ils vont tout de suite le voir. Il parle de changement de ligne aussi. Je n'ai pas trop compris son histoire sur les changements de ligne. Il a parlé des bagarres à 1 contre 1 aussi, qu'ils ont travaillé fort dans les bagarres. Et puis, il souligne aussi que... il n'enlève pas de crédit à Lausanne. Il dit qu'on a été plutôt très bon en piqué face à Lausanne. C'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a empêché Lausanne de marquer finalement. Il dit qu'il donne de crédit à son équipe plutôt qu'en enlever à l'autre équipe. Puis il a dit qu'il faut avouer que les choses ont bien tourné en notre faveur dans cette série-là. Les détails ont tourné en notre faveur. On lui a demandé qu'est-ce qui a changé. Il y a 12 mois, vous avez perdu contre Genève en 5 matchs. Qu'est-ce qui a changé depuis 12 mois? Parce que l'équipe est restée pas mal la même. Bien, il dit, je pense qu'on a appris de notre défaite de l'année passée. On a continué à travailler en équipe. On a fait des ajustements tout au cours de la saison qui nous ont permis d'être efficaces. Mais il dit il faut oublier cette victoire-là, passer à la tâche suivante qui sera pas de tout repos. Comment on encaisse justement cette défaite et cette élimination en quart de finale du côté de Lausanne? On va écouter Andrea Glauser à l'interview. Andrea Glauser, un match un peu fou qui n'a pas tourné en votre faveur. Comment vous analysez les points importants de cette partie perdue à Fribourg? Je pense que Fribourg ont eu un PP incroyable. C'est marqué sur 5 powerplays, c'est marqué 4. Et puis nous, aujourd'hui, on a aussi marqué, mais on a marqué 2 fois ou 1 fois, je ne sais plus. Et puis voilà, c'est ça qui compte. On savait,
notre powerplay n'est pas incroyable, mais c'est comme ça. Et c'est des special teams qui comptent. Et puis, eux sont utilisés, et puis nous pas. Et puis voilà, quoi. Ce soir, on a vu un Lausanne conquérant, un Lausanne difficile à jouer, beaucoup de charges, beaucoup d'intensité. Pourquoi ce LHC-là ne s'est pas montré plus tôt dans la série? Moi, je pense qu'on a tout le temps montré. C'était vraiment des matchs serrés depuis le premier match, sauf le dernier match. Mais sinon, je trouve qu'on est tout le temps allé. Je pense aussi, ça je peux dire, au 55, on était, pour moi, à mon avis, on a eu des chances plus bien qu'eux. Mais voilà, ils sont marqués en powerplay. Et puis des fois, on a forcé, se faisait un contre et puis se marquait. Et puis ça fait mal, ouais. Merci Andrea. Geoffrey, quand on fait l'analyse à chaud là, de cette élimination de Lausanne, finalement, en quart de finale, les situations spéciales, oui, ont été marquantes, pas seulement durant cette série, pas seulement aussi pendant la saison régulière. C'est le gros chantier pour Lausanne pour la saison prochaine, pour le recrutement, j'ai envie de dire, de construire une formation de powerplay qui est efficace. Tu as de toute façon besoin, on regarde toutes les équipes qui dominent le championnat, ils ont un powerplay efficace, un box-play efficace aussi. Bien sûr qu'on le voit moins, le box-play, mais je veux dire, c'est le gros chantier de Lausanne, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il me semble que déjà l'année passée, c'était déjà un problème. Ils ont du mal à trouver des piliers capables de manager leur powerplay. Et la chance, par rapport à la comparaison de Fribourg, c'est qu'ils n'en ont pas qu'un pour manager le powerplay, ils en ont plusieurs. Et quand tu réfléchis bien, Diaz ne joue même pas sur le premier powerplay, alors que c'est un gars qui pourrait jouer sur le powerplay. Donc je pense que Lausanne, il faut vraiment qu'ils essayent de trouver des joueurs qui sont capables de manager un powerplay. On est allé chercher Fuchs à Bienne, qui avait passablement de succès sur le powerplay, notamment il y a 2 ans. Je pense qu'il a 18 points sur ses 36 en powerplay. Il jouait sur le wall avec Radgeb, et puis il a accumulé un paquet de points. On pourrait penser on aurait pu penser que Fuchs aiderait vraiment. Il l'a aidé, mais il n'a pas fait la grande différence non plus. Je ne le blâme pas lui, mais c'est quand même un gars de pipi. Il a toujours été reconnu comme un gars qui joue en pipi, qui est fin avec la rondelle et tout. On était chercher Baumgartner. Baumgartner a fait 3/4 de ses points d'avance en powerplay avec les étrangers. Il était aligné ses 2 premières années à 19 et 20 ans. Il était aligné avec les étrangers sur le powerplay. Il a fait un paquet de points. Et là, Lausanne, on l'a essayé jusqu'en décembre, septembre, octobre, novembre, décembre. On l'a mis à toutes les sauces, le Baumgartner. Et on l'a mis en powerplay à gauche, à droite, etc. Ça n'a pas marché non plus. Donc, on était à la recherche de solutions toute la saison. Berchi aussi, Berchi sur le one-timer. Berchi sur le powerplay, je ne l'aime pas tant que ça parce que c'est pas un gars qui prend des décisions incroyables. J'ai parlé de l'exécution aussi ce soir. Je pense qu'on a un problème d'exécution. Et ça, pour un entraîneur, pour un staff, tu peux faire tous les schémas que tu veux. Si le puck n'arrive pas au bon endroit, au bon moment, il y a des petits détails. Il y avait toujours un grain de sable dans l'engrenage de façon régulière. Et au bout d'un moment... Voilà, ça prend plus qu'un joueur, à mon avis, pour Lausanne. Ouais. Il ne faut pas juste amener un joueur. Je pense qu'il faut réfléchir plus globalement, à mon avis. Un point quand même, perdre dans ce quart de finale face au 2e de la saison régulière qui possède en effet le meilleur jeu de puissance. Est-ce qu'il y a vraiment à rougir pour le Lausanne Hockey Club, Jérôme? Non, dans cette situation-là, non. Néanmoins, avec la fin de saison qu'ils nous ont faite, on les attendait depuis le début de la saison, où on sentait que la mayonnaise avait de la peine à prendre. Fin de saison énormissime. On s'est dit, tiens, là, on va trouver un Lausanne qui va être compliqué à battre en play-off. Donc, finalement, les attentes sont venues avec ce qu'ils nous ont démontré depuis le début de l'année 2022. Donc non, il n'y a pas à rougir. On était en droit de se poser la question aussi, quel Fribourg-Gotteron on allait retrouver. Et finalement, on a retrouvé un Fribourg-Gotteron qui a été étincelant quand même durant la majorité de sa saison. C'est l'efficacité qui a fait la différence. C'est l'efficacité. Je pense que Lausanne n'a pas été mauvais dans l'ensemble de la série. Comme a dit Glauser, écoute, on n'était pas loin. 2 matchs en prolongation. Les unités spéciales ont fait la différence. Mais à 5 contre 5, Lausanne était loin d'être mauvais, très proche. Mais l'efficacité a fait la différence. Puis écoutez, c'est le 2e contre le 7e. Normalement, le 2e est plus fort, est meilleur, il a montré qu'il était meilleur sur l'ensemble de la saison. À part un petit coup de mou en fin de saison de la part de Fribourg, ils sont redevenus l'équipe qu'on a vue toute la saison, diablement efficace, intelligente, bien gérée, un bon gardien. Et puis, ils ont été un tantinet meilleurs que Fribourg. C'est tout. C'est comme Genève qui a perdu contre Lugano. Genève n'a pas été mauvais. Lugano était un tantinet meilleur sur ces 2 matchs-là. Et là, je pense que Fribourg a été un tantinet plus efficace, meilleur, plus malin.
Et puis ça fait la différence. Oui, et on connaît donc un deuxième qualifié pour les demi-finales, les 2 premiers du classement de la saison régulière qui sont déjà en demi. Dernière rencontre à passer au crible, c'est la rencontre entre Rapperswil et Davos. Rapperswil, une nouvelle fois la possibilité à domicile de composter son billet pour les demi-finales. C'était surtout le retour de Pachou dans la défense davosienne, un Pachou qui n'avait plus joué depuis décembre 2020, qui avait été touché à la tête, commotionné, et puis sous le regard des coachs, et notamment d'Edlund, qui le sait, il pourrait, lui, le coach de la saison régulière, déjà meilleur coach de la saison régulière, parachever ou composter son billet pour ces demi-finales. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu, mais on le sait, Schliemann est de retour. La preuve, c'est lui qui va mettre son veto et d'une manière assez hallucinante. Vous l'avez peut-être pas bien vu sur ces images, mais sur le ralenti, vous allez le voir, c'est du bout de la crosse, du bâton. On essaye de lui enlever, d'abord de la jambière, une deuxième fois de la jambière et ensuite de la crosse. Mais oui, il fait. Il est de retour. Vaut mieux être chanceux que bon, des fois. Hein? Puis des fois, de ne pas avoir de style, ça va aussi. Tu vois, il nous a fait une Dominique à sec, là. Un arrêt de foot. Tu es dans le foot ce soir. Un arrêt de foot, les bras en avant, désespéré. C'est pas dans le foot qu'on dit, c'est un plongeon. Arrêtez. Le premier poteau, le petit filet, quelque chose. Non, mais tu la provoques, ta chance, à part ça. Oui. Chapeau. Oui, tout à fait. On est d'accord. Surtout en play-off. Il fait un sacré arrêt. Mais ça n'empêchera pas quand même Rapperswil d'ouvrir le score par Duner. On est en situation de powerplay, 30e minute de jeu. Quand on vous dit qu'il faut mettre du graphique, regardez la présence de plusieurs joueurs. Il y a un joueur qui fait un screen devant le gardien, il y en a un autre qui passe devant aussi. Ça multiplie les possibilités déjà d'avoir un puck, Jérôme, qui est touché. Je ne sais pas s'il est touché ou effleuré par la canne. Il a été touché 2 ou 3 fois, il me semble. Il a été touché par le défenseur de Davos, ça part ensuite sur son collègue. Plutôt compliqué pour Schliemann là-dessus. Et la présence du joueur encore et toujours devant le gardien. La patience d'Abicher. Hein, devant, il y avait le gars qui bloquait, il a fait une feinte, il l'a fait bouger une deuxième fois. Et David Abicher est capable de faire ça. On sait que c'est un défenseur avec l'instinct offensif. On sait qu'on ne se fait pas de cadeaux dans cette série. On avait vu la charge de Nygren. Regardez Pospisil qui est aligné ce soir. Il va aller d'un magnifique tampon sur Egenberger, du coup. Les esprits qui vont s'échauffer. Il allait où, Egenberger? Ouais, il patinait la tête en bas aussi, regardez. Il n'a jamais vu. Mais il l'a vu, mais il l'a accepté comme ça en prenant. Là tu ne peux pas donner une pénalité. Est-ce qu'ils ont donné une pénalité? Non, il n'y a pas eu de pénalité. Très bon check. Hein. Egenberger il est vraiment l'exemple de la tête en bas. Il a jamais vu le train arriver. Et ensuite, ça a tendance à se battre entre Pospisil et. C'est Bicher. Et Bicher. Ouais. Et ça, ce que Bicher fait là, vous allez me dire, ouais, ça n'a pas sa place au hockey, etc. C'est une mise en échec légale. Les joueurs, des fois, sur la glace, ils ne voient pas vraiment si c'était légal ou non. Ils voient un coéquipier blessé. Et là, Bicher, qui a joué aussi en Amérique du Nord, il est parti sur le joueur. Et ça, c'est un truc, juste que ses coéquipiers, là, il vient de gagner des points avec ses coéquipiers, pas avec son coach. C'est pas un dur à cuire, Bicher, loin de là. Mais là, il a dit, il faut marquer le coup, parce que le dernier match, on s'est fait sortir 2 joueurs. Charge contre la tête de Nygren, charge contre la tête de Young. Et là, encore, une charge. Elle était légale, celle-là, on s'entend. Mais là, il a dit, ça suffit maintenant, il faut montrer les crocs un peu. Et les gars, vous le savez, c'est important dans le vestiaire. Je pense que les gars sont tous allés vers lui. Ça soude l'équipe. On est d'accord, hein? Complètement. On va plonger, si vous le voulez bien, en 3e période avec une vidéo review qui a mis beaucoup de temps. On voulait savoir sur cette action, ce puck avait touché ou un contact avec la ligne bleue. Alors, au niveau du geste de l'arbitre, on l'a vu sur la glace, en effet. Il a dit pour lui, pas de but, avec un poteau, mais est-ce qu'il faisait pas le geste pour le poteau? That's the question. Et ensuite, ce puck qui va caresser la 2e ligne. Stéphane, effet parallaxe. Oui, moi, je pense qu'il est... en tout cas, comme ça, évidemment, effet parallaxe. Non, si le puck est sur la glace à plat, si le puck est sur la glace, il n'y a pas d'effet parallaxe. On peut se fier aux lignes. Écoutez, on a probablement un meilleur écran. Moi, j'ai l'impression que je voyais un petit bout de blanc. Je pense qu'il touchait quand même la 2e ligne. Les gars, vous pensez quoi? Et regardez ce qu'on a balancé sur la glace, Stéphane, excuse-moi. Il y a la vie, mais là, on est allé chercher une chaussure quand même sur la glace. Regarde. Il y a un mec qui est rentré en boitant, quoi. À cloche-pied, tu veux dire? En boitant, je ne sais pas. Évidemment, mais c'est tellement serré, cette décision-là. Moi, j'ai le sentiment qu'elle a tracé la ligne, mais les gars, vous pensez quoi, vous? Moi, j'ai rêvé ça, là? Ou bien? Moi, je trouve que c'est difficile à dire, parce que c'est quand même trouble. Vu qu'il y a le ralenti, c'est trouble. Donc, peut-être les arbitres ont dit, on n'est pas assez sûr, comme on l'a pas... Parce que vu qu'ils ne l'ont pas donné,
On en a parlé sur le plateau. Ils ont peut-être jugé que c'était pas... mais ça va être... On va le voir la suite avec le résultat, là. Moi, là-dessus, je me prononcerai pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Scandale à Rappersville ». Il y a un intérêt dans l'équipe, donc il n'est pas tout à fait neutre. C'est le coach de Rappi ou bien qui t'a écrit? Je ne dirai pas à qui, je nommerai pas de nom ce soir. Il n'est peut-être pas tout à fait neutre dans l'histoire, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que je me dis, il y a quand même un peu de sens. Ouais. Voilà, mais... Allez, en tout cas, Rappersville a quand même doublé la mise, 2-0. Alors voilà, on peut dire que ça n'a peut-être pas forcément changé l'histoire. On est toujours en situation de powerplay à la 49e. Cette fois-ci, c'est la mer qui va aller marquer. Le deuxième, un peu qui revient, on le slot. Il ne se pose pas la question, Geoffrey. Il allume la cage et c'est 2-0. On parlait de passe, de bonne passe. Ben ça, c'est une très belle passe pour un shoot direct, un rebond. C'est très bien joué. C'est cas d'école, on va dire. Sur la jambière du gardien, rebond, boum. C'est des jeux simples qui peuvent sembler simples, mais c'est pas si facile que ça de faire ça. On continue avec surtout la remontada du côté de Davos. On va bénéficier là aussi d'un 5 contre 4. Et on le sait, Jérôme, le 2-0, c'est presque le pire score en matière de hockey sur glace. La preuve avec Stransky, avec ce puck qui est dévié, qui est touché. C'est pour ça que le gardien est battu alors qu'il faisait le bon déplacement. Est-ce que ce ne seraient pas les dieux du hockey qui commenceraient à choisir leur camp? Ouais, écoute, Davos fait tout juste avant. Il y a un échange de passes comme ça rapide sur une touche qui se fait de gauche à droite. Et puis il prend sa chance. Malheureusement, là, le défenseur de Rappersville l'effleure. Et ça met son gardien dans l'embarras. Mais finalement, ils ont très bien joué quand même, Davos, là-dessus. Ouais, Stransky a donc qui réduit le score. Et dans les dernières minutes, on va faire quoi? On va sortir évidemment son gardien du côté de Davos, l'engagement. Et c'est Ambul qui va dévier. Alors, il n'a pas fait exprès, mais il passe devant la cage. Il y a 3 Davosiens devant la cage. Un tir à la ligne bleue. Ambul qui dévie en capitaine. L'éternel Andrés Ambul. Ouais, lui, il a plusieurs vies, c'est impressionnant, franchement. Parce qu'on ne voit pas avant le but comme il se dégage du défenseur de Rappersville. Il pousse vraiment le défenseur de Rappersville pour gagner l'espace devant la cage. Alors, bien sûr qu'il n'est pas joli, celui-là, parce qu'il est du patin ou de la jambière. Mais Dieu sait qu'il est important pour Davos, quoi. On va aller en prolongation. La première prolongation ne donnera rien. On va même aller en deuxième prolongation. Et c'est Davos qui va marquer et qui reste en vie donc, dans cette série. Et qui va marquer pour la petite histoire? C'est Pospisil qui ne devait pas être sur la glace parce que c'est Nygren normalement qui est sur la glace. Mais comme Nygren est suspendu, Stéphane, on a une place de plus pour un étranger qui a joué quoi? 8-9 matchs avec Davos pendant la saison. On voit une pénalité de Nygren finalement. Mais non, évidemment, c'est une boutade. Mais oui, c'est comme ça. Des fois, le hasard fait les choses. Et ça, c'est une défaite qui va faire mal à Rappersville. On est obligé de retourner à Davos. Et ça fait 2 fois que Davos fait le coup de revenir en fin de match. Donc là, c'est une nouvelle série. La pression va être clairement sur les Lakers. Je pense Lakers qui ont perdu 2 joueurs. Là. Qui ont perdu 3 joueurs, en fait, sur les 3 Tchèques limites qu'ils ont eu. Le Canova, la Tchèque sur le petit Vetter, elle n'est pas là. Les joueurs qui ont subi les Tchèques, Forer et, je ne sais plus, l'étranger. L'étranger, oui. Mitchell. On peut le remplacer un étranger. Tu dis qu'il y a un autre étranger qui rentre dans le line-up, mais quand même, des grosses pertes. Il y a le Dominique Egli aussi qui s'est blessé. Je pense qu'on l'a vu partir en prolongation. Mais c'est lui qui fait la passe sur le dernier goal. Mais la blessure, je pense que c'était après, non? C'était pas en prolongation? Non, il me semble que c'est le match, c'est en prolongation. C'est lui qui fait la passe sur le but de... Donc, il est revenu, parce qu'on l'a vu partir au vestiaire. Il avait l'air bien amoché du côté droit, haut du corps à droite, on va dire comme ça. C'est en tout cas pas la cheville. Non. On s'entend. Et tant mieux s'il est revenu. Non, je crois que il me semble que c'est lui qui a fait la passe. Ouais, à contrôler. Pour Rappi, là, ça va être dur. Le coach, comme Bien, va avoir un gros travail à faire là, pour requinquer ses troupes. Et je pense que ce but-là, but, non-but, va être mis sur la table. Ça ne changera rien. Non. Mais il y aura des discussions. Et 2-0, c'est vraiment le pire score? À part ça, en matière de hockey sur glace? 2 buts d'avance, souvent, oui. 2 buts d'avance, c'est toujours un peu... C'est délicat à gérer parce que tu as l'impression d'être un petit peu en sécurité, puis finalement, avec un tir, les choses peuvent complètement changer. Ouais, beaucoup d'émotions évidemment une nouvelle fois dans cette série, beaucoup de coups, un coaching peut-être gagnant, un Pospisil qui va marquer le game-winning goal, ça va lui donner confiance aussi dans cette série finalement, Geoffrey, imagine. Lui, il est télescopé là un petit peu par le concours de circonstances et finalement il permet à son équipe de marquer un point importantissime. Son équipe qui est toujours en vie, Davos vient d'aligner 2 victoires de suite, même s'il reste mené 3-2. Est-ce que le vent n'a pas tourné finalement dans cette série? Oui, c'est dur pour Rappi, parce que Rappi n'a pas fait un mauvais match ce soir, a fait un très bon match.
Mais Davos y a cru jusqu'au bout. Honnêtement, de retourner à Davos, c'est pas forcément facile comme trajet. Hein. Il y a le trajet, l'altitude. Je pense quand même que la confiance est plus du côté de Davos. Maintenant, j'ai été, je dois le dire, étonné en bien du jeu de cette équipe de Rappi qui doit rien à personne. Ça reste une longue surprise. Oui. Hein? Depuis le début de l'année, c'est une surprise. On a de la peine à s'y faire, mais ils sont solides. Hein? Ouais. On va avoir une réaction à l'issue de ce match. On va écouter Nathan Voardou à l'interview. Nathan Voardou, tout proche de cette demi-finale, Davos qui revient dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez lâché ce match? Écoute, on n'a rien lâché. On a pris, je pense, des pénalités à la fin qui nous ont un peu coûté le match. Après, tout le match, on a eu les rebonds, c'était pas de notre côté. On voit les 2 derniers goals à la fin. Il y a un qui rebondit un peu, l'autre aussi, c'est la même chose. Mais écoute, là, on sait que la série elle allait être comme ça, elle allait être longue, il fallait rien lâcher. Et là, on se prend goal en overtime. Et puis maintenant, on sait qu'il faut aller continuer la suite maintenant. Justement, la suite, c'est déjà dans 2 jours du côté de Davos. Maintenant, c'est les Grisons qui ont le momentum? Ah non, écoute, je pense pas. Je pense qu'on fait un bon match ce soir. Faut pas qu'on s'envole là-dessus. On sait ce qu'on peut faire mieux ce soir. Et puis, je pense qu'on peut rebondir par rapport à ça. Merci beaucoup, Nathan. Merci. Voilà, réponse donc lundi. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée. La grosse information, bien sûr, c'est la qualification de Fribourg-Gotteron pour les demi-finales qui élimine le Lausanne Hockey Club en 5 rencontres avec une dernière victoire 5-4 après prolongation. Les ZSC Lions qui s'imposent 3-1 face à Bienne, 3 partout. Il y aura une finalissima du côté, bien sûr, du Hallenstadion. Et puis Rapperswil qui a encore un POC de match face à Davos. Ces 2 rencontres qui seront bien sûr à suivre sur MySports lundi. On va remercier, récapituler, plutôt remercier en effet nos invités. Geoffrey Vauclair, Jérôme Bonnet, Stéphane, un petit dimanche en famille, un petit rôti au four, hein, on recharge les batteries et puis lundi, hop, on revient. On met le bleu de chauffe, c'est bon. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À lundi. Bye bye.